Moi, je vais parler, on a parlé des usages, on a parlé des techniques, etc. Moi, je suis psychologue, on est psychologue, et nous, ce qui va nous intéresser, c'est vraiment les usagers, c'est-à-dire les utilisateurs, en fait, de ces nouvelles technologies. Et là, aujourd'hui, effectivement, c'est les tablettes qui nous intéressent. Alors, je vais vous parler de cette, j'emploie pas le terme science, plutôt technologie ou technique cognitive, que l'on appelle l'ergonomie cognitive, et qui consiste, alors je vais aller, on a 20 minutes, c'est ça, hein, donc il faut que je fasse un peu rapide parce que j'avais prévu plus long. Cette technique qui consiste, et l'ergonomie tout le monde sait ça, la définition d'habitude c'est les tables et les chaises, et donc on sait ce que c'est quand on est bien assis ou quand on est suffisamment à plat pour pouvoir travailler. Ben, c'est exactement pareil au niveau cognitif, c'est-à-dire on va essayer d'adapter effectivement les interfaces aux capacités, non pas la physique, pas que physique, mais aussi mentale en fait des utilisateurs. Alors c'est une technique notamment donc de la psychologie cognitive, mais pas simplement aussi. Il y a aussi l'anthropologie notamment qui intervient à l'intérieur. Alors nous, ce qui nous intéresse, ce sont les interfaces. Sur les tablettes, notamment, c'est une interface, c'est un nouveau support, on appelle ça un artefact également, mais il y a une interface informatique, et l'idée, c'est comment est-ce qu'on utilise cette interface. Alors ça a été intéressant, notamment le discours précédent, où effectivement on voyait des usages différents selon les tablettes en fonction des enfants. Alors, bon, je vais passer là-dessus, vous voyez bien les interfaces, ça existe depuis l'écriture, c'est-à-dire depuis 5300 années que le mode écrit existe. Bien, alors maintenant on a des interfaces qui sont complètement différentes, on a des interfaces qui se modifient de plus en plus. Avant, c'était pendant des centaines d'années, ça a été le livre, principalement, c'était une sorte de mémoire externe, les psychologues parlent de mémoire externe pour le livre. Et bien maintenant, on a les tablettes, c'est une mémoire externe aussi, ou les ordinateurs, ou les différents supports que vous avez là sur la diapositive. Et l'idée, c'est, est-ce que, en fonction de ces différents supports, l'utilisabilité, hein, la capacité d'utiliser effectivement un support, va être facilitée ou pas. Sachant qu'encore une fois, on a des habitudes, on a des stratégies que l'on définit, enfin que l'on surtout développe au fur et à mesure de l'évolution humaine dans le temps, mais aussi évolution individuelle. Et donc, est-ce que ces stratégies sont notamment capables de pouvoir évoluer très très rapidement, sachant que les supports, là je suis sûr que je suis déjà en retard de support sur cette diapo, les supports se développent très très rapidement. Alors on a 3 critères en fait pour mesurer l'utilisabilité. Ces 3 critères, je vais les définir très très rapidement. C'est l'efficacité. L'efficacité, c'est est-ce que je réussis dans la tâche qui m'incombe. C'est-à-dire lorsque je fais un exercice, est-ce que j'arrive à faire cet exercice. Lorsque je commande un produit sur Internet, est-ce que j'arrive à le commander ou est-ce que j'y arrive pas et du coup je passe sur le site suivant, le site concurrent. L'efficience, c'est une notion très psychologique, c'est-à-dire c'est le temps, c'est les performances, c'est-à-dire les ressources cognitives que je vais mettre en œuvre pour pouvoir être efficace, c'est-à-dire pour effectivement réaliser l'objectif que j'avais au départ. Et puis, dernière qualité, c'est effectivement, est-ce que je suis satisfait de mon interface? Est-ce que je suis content? Ou est-ce que je me dis, peut-être que c'était mieux avant, c'était mieux le livre, ou c'était mieux l'ordinateur, etc. Donc ça, ce sont souvent ces 3 éléments. Tous les ergonomes cognitifs, en fait, essaient de faire des évaluations par rapport à ces trois propriétés. Alors, sur l'ergonomie des interfaces, pour vous faire vraiment très très simple, on a vraiment un système ici, donc un être humain et puis une tablette, un ordinateur, etc. Et à l'intérieur, c'est ce qu'on appelle l'interaction machine, c'est-à-dire on va essayer de voir comment s'interface, cas de dire, s'interface, interagit les actions et les perceptions, actions et perceptions de l'utilisateur, sachant que ces actions et perceptions se modifient continuellement en fonction des informations qui sont données par le système. Alors je passe très très vite là-dessus, si vous voulez je reviendrai sur les questions. Bon, là aussi. Je voudrais simplement aller sur les tablettes. Qu'est-ce qui change? Ça a été dit là aussi ce matin. Qu'est-ce qui change particulièrement sur les tablettes? Comparé à l'ordinateur, comparé aux livres, comparé aux différents supports, aux manuels scolaires, puisqu'ici on est plutôt sur les classes. Mobilité, posture. On en a parlé aussi, on a eu des exemples ce matin sur la mobilité et la posture.
la propriété tactile de la tablette. C'est vrai que sur l'ordinateur, moi, j'ai beau toucher l'écran, rien ne se passera. La maniabilité et surtout l'intuitivité de l'interface. Je vais vous définir un peu plus ce que c'est l'intuitivité. C'est l'idée qu'il y a certaines propriétés qu'on va retrouver sur une interface, notamment plus, ça a été dit tout à l'heure, sur une interface directe comme la tablette, il y a certaines propriétés que l'on utilise dans la vie, qui est la propriété par exemple de pointer un objet ou de prendre cet objet, qu'on va essayer de réutiliser pour la tablette parce que c'est encore une fois un outil direct. Et enfin, l'interopérabilité, c'est-à-dire la capacité d'articuler cette tablette. On l'a vu aussi avec les TBI. On peut la voir aussi actuellement, on a des contrats sur les cuisines intelligentes. Utiliser la tablette lorsqu'on a une recette de cuisine pour essayer de commander le four, le frigo, etc. etc. Donc d'essayer d'articuler en fait les différents systèmes. Alors, mobilité posture, vous voyez bien ici différents exemples de différentes postures que l'on peut avoir avec la tablette. On l'avait aussi avec le livre. On l'avait beaucoup moins avec un ordinateur, même s'il était portable. Est-ce que pour autant, c'est une avancée, une progression dans l'évolution de la posture humaine? J'en suis pas sûr. Alors, il y a eu des études. D'abord, j'aurais dû commencer par ça. En ergonomie, il y a eu très très peu d'études sur la tablette. Ce que je vous donne ici, c'est des éléments un peu généraux sur l'ergonomie des supports électroniques, mais il y a eu très peu d'études pour la raison très très simple, c'est que c'est tout nouveau et donc du coup il n'y a pas eu le temps ou il n'y a pas encore eu les ressources nécessaires pour pouvoir faire ces études d'un point de vue expérimental et ergonomique. Alors il y a eu cette étude notamment sur la posture, c'est effectivement une étude comparative entre l'ordinateur en haut, la tablette et puis le papier, où bon, ce sont des choses assez générales et à la limite on aurait pu s'en douter avant. C'est-à-dire que la tâche sur ordinateur est la plus neutre en termes de posture. Effectivement, la personne est souvent assise face à l'ordinateur. L'ordinateur est souvent plus haut, quoique ce n'est pas toujours une bonne qualité, notamment ergonomique. Et donc, il y a peu de probabilité souvent d'avoir ce qu'on appelle des TMS. Vous connaissez les TMS, les troubles musculo-squelettiques. Eh bien, bon, ça, on a un peu plus de difficultés, d'après ce que montre cette étude américaine. On a un peu plus de difficultés avec la tablette, et notamment, ça serait exactement pareil sur papier. Alors, je suis très, très prudent là-dessus, parce qu'effectivement, il faut faire la part des choses. Et puis, ce que disent aussi les chercheurs, c'est la dernière phrase en bas, c'est de dire que, mais oui, mais de toute façon, cette grande mobilité qu'on a avec les tablettes, comme on avait aussi avec le livre, permet aussi, du coup, de changer de posture très fréquemment et du coup de ne pas avoir ces fameux TMS qui apparaissent. Donc soyons très prudents sur ce type d'études, mais c'est quasiment, il y a 2 études que j'ai trouvées sur les questions de mobilité posture, utilisant notamment la tablette. Il y a très peu de choses. Mais maniabilité maintenant. Là, j'ai trouvé des études qui montrent qu'effectivement il y a des zones sur la tablette sur lesquelles le développeur, l'informaticien par exemple, a intérêt à mettre les boutons. Par exemple, les zones où c'est écrit « Easy », ce sont des zones préférées pour placer les boutons. Simplement, mais c'est vrai aussi pour le téléphone portable d'ailleurs, simplement quand on tient sa tablette, évidemment, c'est beaucoup plus simple d'avoir ces zones-là où on va devoir taper dessus, enfin sélectionner un bouton pour pouvoir placer les fonctions essentielles. Donc ça, c'est l'ergonomie, encore une fois, on va dire basique des interfaces. Il y a des ergonomies un peu plus de haut niveau. L'ergonomie de haut niveau, c'est notamment comment est-ce qu'on va percevoir des informations, puisque ça c'est un peu notre pain quotidien. Comment est-ce qu'on va percevoir des informations sur ces documents électroniques? Alors, les tablettes, exactement d'ailleurs comme les écrans ou exactement comme n'importe quel support électronique, ça ne change pas là-dessus. Ce qui va changer vraiment, c'est la posture et la maniabilité de ce point de vue-là. Alors, première chose que l'on connaît, ce sont des capacités qu'a l'être humain, l'enfant, comme la personne âgée, à pouvoir distinguer des formes différentes. Mais il les distingue d'autant mieux que ces formes sont séparées ou plutôt regroupées en même élément. Alors ça, on connaît ça depuis très très longtemps, depuis les années 30 en psychologie, on appelle ça la Gestalt. Donc ce sont des lois qui permettent de dire, voilà, ici, c'est une loi de la similarité. Lorsque je regarde ces figures-là,
Je sais que, par exemple, je ne vais pas décrire, si on me demande de décrire cette figure, je ne vais pas dire il y a un carré, un cercle, un carré, un cercle, un carré, un cercle. Je vais dire il y a une colonne de carré, une colonne de cercle, etc. Donc ça, ce sont des lois qui sont, comment dire, presque des principes fondamentaux de la perception visuelle. Alors il y a eu d'autres lois qui ont été émises par les fameux gestaltistes. Il y a eu d'autres, donc il y a des éléments par rapport à ces lois que l'on connaît depuis les années 30. Il y a des éléments qu'on peut rajouter en ergonomie, c'est l'idée notamment que cette ségrégation visuelle, cette capacité à regrouper les choses qui vont ensemble, ce que fait l'œil humain, on peut faciliter ce regroupement en mettant des éléments graphiques, soulignement, cadre, la couleur aussi, effet de contraste, couleur, typographie. Donc différents éléments qui permettent simplement de distinguer un élément parmi un ensemble. Et puis deuxième chose, organiser l'espace. Alors organiser l'espace, voilà aussi une interface qui est souvent utilisée notamment, non pas sur les tablettes, quoique sur la tablette, je ne sais pas, mais ça doit être utilisé aussi parce que ça c'est un produit qui est sur le net. C'est l'idée, c'est ce qu'on appelle le tree map, c'est-à-dire l'idée de représenter en fait des informations sous la forme d'un arbre hiérarchique. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ça donne ce genre de truc. C'est-à-dire l'idée de représenter, ça existe, hein, c'est sur Internet, c'est un site d'information qui permet de représenter des informations en fonction de plusieurs codes. D'une part, la couleur des rectangles, et d'autre part, la grosseur des rectangles, et puis aussi la typographie. Autrement dit, quand c'est un code rouge, par exemple, c'est quelque chose qui va porter sur un certain thème. Peut-être là, ici, voilà la politique. Quand l'information est vraiment importante, elle va être présentée par exemple dans un rectangle plus large, et puis c'est pareil, etc., etc. Mais vous voyez bien qu'essayer de trouver une information à l'intérieur de cette mosaïque, ça paraît très très difficile, d'autant plus quand on a de la vidéo avec le même système. Donc toute la question, c'est effectivement, ces gens-là, ceux qui ont fait ça, ce sont des développeurs, ils sont tout à fait compétents, etc., mais ils ne pensent pas toujours à la façon dont l'utilisateur derrière va pouvoir comprendre en fait ce type d'information. Voilà un autre exemple que l'on développe notamment en ergonomie pour vous justement présenter, notamment illustrer ce principe de similarité que je vous présentais précédemment de la Gestalt. On voit ici par exemple un site web avec un autre site web. Quand on détermine en fait la carte de ce site web, la structure en fait sous-jacente de ce site web, ici on voit qu'on a un regroupement, vous voyez, des mêmes formes. Eh bien on sait que ce site web-là, cette page d'accueil du site web, est beaucoup plus ergonomique, c'est-à-dire beaucoup plus facile pour l'utilisateur pour retrouver une information que le site à côté. Parce que ici on a regroupé des informations, vous voyez, c'est simplement au niveau visuel, je ne parle pas de contenu, je ne parle pas de mots, etc. Simplement le fait qu'ici on ait des blocs de texte ou d'images qui soient de nature complètement différente, de taille complètement différente, on sait que perceptuellement, je veux dire tout de suite, ça sera beaucoup plus difficile. Voilà des exemples d'ergonomie. Alors, deuxième notion, une notion importante, je ne sais pas combien de temps il me reste. 3 minutes, ça va être difficile. Bon, c'est pas grave. On va la notion d'affordance. Affordance, c'est quelque chose d'important en ergonomie. C'est l'idée qu'il va falloir faciliter la sélection d'une cible, la sélection d'un objet. D'accord ? Si vous mettez, voilà. Alors l'affordance, c'est une théorie. Là aussi, si ça vous intéresse, vous pourrez poser des questions ensuite. C'est une théorie très séductrice. C'est l'idée qu'effectivement, quand je vois un objet, je sais déjà à quoi il sert. Si je vois une pomme, en gros, je sais que je peux la manger. Je vois une chaise, je sais que je peux m'asseoir dessus. D'accord ? C'est cette idée d'affordance. Eh bien, l'idée d'affordance, bien sûr, pour les chaises, ça marche bien, mais ça devrait aussi marcher pour une histoire pour un support comme les tablettes. C'est l'idée que dans la tablette, moi, j'ai été surprise pour la tablette, par exemple, souvent, je ne trouve pas le bouton retour, undo. Vous savez, le retour. Comment on fait ? Eh bien, au départ, il faut penser, mettre en place notamment des procédures, parce qu'on a eu tous l'habitude de travailler sur l'ordinateur. Il faut trouver un bouton, quelque chose, qui puisse effectivement faciliter ce retour en arrière. Voilà, ce sont des exemples. Dernière chose, et puis l'intuitivité cognitive, c'est cette idée de familiarité.
c'est ce que je vous disais en préambule, c'est l'idée que si vous voulez faciliter l'usage du soft, c'est-à-dire des logiciels qui vont tourner sur les tablettes, il faut essayer de trouver des situations qu'on appelle métaphoriques ou analogiques, c'est-à-dire que l'être humain connaît déjà. C'est l'idée de la bibliothèque, hein. La bibliothèque sur la tablette. Ben, tout de suite, quelqu'un va cliquer ou va mettre le doigt plutôt sur un livre, le livre va s'ouvrir, etc. Ça, c'est la familiarité de situation. Familiarité d'action, c'est l'idée que c'est exactement la même action qui va se faire à la fois sur l'iPad, enfin sur la tablette, que sur l'iPhone, c'est-à-dire sur le téléphone. Donc, toujours l'idée qu'on va essayer d'économiser, d'abord de retrouver des situations, des actions qui sont déjà connues, familières de l'utilisateur, et deux, essayer d'en mettre le moins possible.